fait la semaine économique avec cette semaine Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BCG. Bonjour Christian. Bonjour. Alors cette semaine, même cette semaine début 2019, on a vu ressurgir un peu tous nos feuilletons de 2018, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le Brexit, les discussions sur la politique monétaire, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Est-ce que cette période de bonne résolution post-fête permet d'être plutôt optimiste ou pas du tout? Comme le montrent les marchés, il y a quand même quelques éléments d'espoir. Alors, premier élément d'espoir, c'est vrai, c'est autour de cette guerre commerciale, c'est ce qui a vraiment permis un rebond des indices, avec l'idée que finalement, ils sont tellement perdants, les États-Unis sont tellement perdants, parce qu'on commence à avoir un vrai impact aujourd'hui. Apple, c'est peut-être le sommet de l'iceberg. Quand Apple dit « j'ai pas vendu beaucoup de smartphones en Chine, il y a des vrais problèmes », on va dire c'est peut-être un problème Apple, mais on sent que c'est pas qu'un problème Apple, et on sent que véritablement, il se passe quelque chose en Chine. L'économie chinoise, alors même si les statistiques, il faut toujours les prendre avec beaucoup de méfiance, mais on sent que très clairement, la quatrième trimestre, il y a eu un impact très fort de cette guerre commerciale dans le comportement des entreprises, dans les achats des entreprises. Les derniers indicateurs qu'on a eu de Markit, de l'ISM, montrent qu'il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement et que les entreprises commencent à essayer de diversifier leur chaîne face à ce risque de guerre commerciale. Ça a fait chuter l'économie chinoise, mais ça représente aussi une déstabilisation pour les entreprises américaines. Ça, donc voilà. Donc finalement, Trump, il est en train de voir qu'il a un très mauvais signal du côté des entreprises américaines, et puis du côté de la Chine, ils ont quand même l'impact économique qui est particulièrement violent. Donc là, ça laisse vraiment la place à un accord. On sent que Trump a changé un peu son fusil d'épaule. On le sent que dans ses derniers tweets qui pousse. Les négociations se passent bien. Voilà. On ne sait pas beaucoup plus, mais on sent qu'il est là. Donc je pense que là, tout le monde a intérêt à arriver à un accord. Ça ne veut pas dire que la guerre commerciale est finie, parce qu'il y a des vrais problèmes, des vrais sujets de fond. Mais on sent que là, on va s'acheminer vers un accord qui, au moins médiatiquement, permet à chacun de sauver la face et puis surtout de réduire les coûts économiques. Donc ça, la bourse l'a très bien intégré, avec quand même un discours de la Banque centrale qui entretient un peu le moral de tout le monde en disant « vous inquiétez pas, je ne vais pas casser la croissance, je suis là, je suis prêt à soutenir ». Donc tout ça, ces éléments, ce sont des vrais éléments positifs. Attention par contre à pas tomber dans l'euphorie, parce qu'on est quand même sur un ralentissement mondial, et c'est pas parce qu'on aura enlevé alors c'est un vrai élément d'incertitude, mais parce qu'on aura enlevé cet élément d'incertitude que tout va aller très bien dans l'économie mondiale. Il y a d'autres éléments d'incertitude, mais c'est un vrai poids qui est retiré aujourd'hui sur Wall Street. Et alors justement, on parlait des États-Unis, cette question de shutdown depuis 3 semaines, est-ce que l'économie doit s'en inquiéter ou pas spécialement? Il y a deux choses. D'une part, c'est entre guillemets un petit shutdown parce que ça touche 25% de l'économie américaine. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a plus de statistiques économiques, donc comme ça, on ne va pas savoir si ça a un impact. C'est bon ou mauvais. Voilà, ça règle le problème. Bon. Au-delà de ça, c'est quand même un vrai élément négatif, parce que je vous mets à la place d'un chef d'entreprise américain. Vous avez le shutdown, donc votre administration est fermée, vous avez le risque de guerre commerciale, donc c'est quand même pas non plus quelque chose qui est très 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 favorable, et on vous dit partout, vous avez la chute de Wall Street, on vous dit partout que ça va aller moins bien dans l'économie. Donc c'est vrai que c'est un vrai élément qui peut freiner l'investissement, qui peut freiner le comportement des chefs d'entreprise. Il y a d'abord un membre, il y a un président de Fed qui a parlé hier, qui a dit notre problème c'est qu'on n'a plus de visibilité sur l'économie, et en plus on peut avoir un impact shutdown qui va encore affaiblir l'économie. Donc c'est vrai que lui, depuis quelques semaines on le constate, il a clairement plaidé pour une pause dans la politique monétaire parce qu'on est face à ces incertitudes. Donc c'est une incertitude, c'est une réelle incertitude de plus, avec une tension politique qui est très forte aux États-Unis et qui ne va pas s'atténuer à mon avis. On est rentré en guerre froide entre le Congrès américain et M. Trump, c'est clair. Mais alors cette volonté de pause, en tout cas d'une partie des présidents de la Fed sur cette politique monétaire, qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce qu'effectivement il y a eu le compte rendu qui est sorti hier donc de la politique monétaire de la Fed sur le mois de décembre, qui était plus rassurant en fait que le communiqué de presse qui était sorti. Est-ce qu'on peut se dire que finalement la Fed va arrêter de monter ses taux en 2019? Clairement le discours là, aussi bien de Powell hier soir encore, il avait parlé vendredi, il a encore parlé hier soir, que ces minutes nous indiquent que clairement on va vers une pause. Alors est-ce que ça sera une pause pour l'ensemble de 2019? Est-ce que ça sera une pause jusqu'à la mi-2019? En tout cas on peut parier à mon avis assez facilement sur au moins la mi-2019. L'idée qui nous renvoie, alors par contre il y a juste un petit point de risque dans leur discours, c'est qu'ils nous disent on fait rien, on attend, on va voir les indicateurs, on n'est pas pressé, mais on n'est pas pressé pourquoi? Parce qu'il y a un élément clé, c'est que l'inflation ne va pas repartir. L'inflation est modérée et basse, Powell a dit hier basse et faible, donc il n'y a pas de souci là-dessus, donc ça nous laisse du temps et on peut avoir une politique monétaire accommodante parce qu'on a ce temps, parce que l'inflation. Donc votre seul risque finalement c'est qu'un indice d'inflation ne soit pas un peu plus fort qu'attendu. S'il est plus fort qu'attendu, là ils seront
dans une position un peu délicate vis-à-vis des marchés obligataires dont les anticipations d'inflation sont au plus bas, ou vis-à-vis de leur communication aujourd'hui, parce qu'ils pourraient laisser l'impression qu'ils laissent filer l'inflation et qu'ils s'en moquent. Donc là, il y a un vrai source de risque, entre guillemets. Je suis pas très inquiet, hein, honnêtement, parce qu'avec la baisse des prix du pétrole, ça atténue les tensions inflationnistes, mais quand même, il y a un vrai facteur de risque à surveiller de près, les indicateurs d'inflation, parce que là, ils ont pris une position forte, marquée, qui soutient la bourse, qui est clairement positive, en disant on va pas faire une erreur de politique monétaire, on va pas casser la croissance. Donc ça, c'est très positif, mais au prix finalement de mettre un peu de côté l'aspect inflation. Donc il ne faut pas qu'il soit pris à revers par les prochains indicateurs d'inflation. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement? Parce qu'on avait un peu l'impression qu'ils allaient à contre-courant des marchés depuis 6-8 mois, que du coup il y avait cet optimisme où on se disait bah du coup vu qu'on est optimiste ça va avoir un impact sur les marchés, et là du coup on fait un peu machine arrière. On le lit un peu dans les minutes, c'est-à-dire que ce que nous disent les minutes, c'est qu'eux-mêmes ont débattu, ils étaient assez étonnés de la vision très négative des marchés de l'économie. Alors Powell, quand il avait fait la conférence de presse à l'issue de ce FOMC, il nous avait dit les marchés peuvent se tromper et les marchés sont très volatiles. Donc l'air de dire on s'en moque un peu des marchés. Sauf que quand on lit dans les minutes, il y a plusieurs membres qui sont quand même inquiétés en disant oui mais attention, est-ce que c'est pas les mots qu'ils emploient, mais est-ce que c'est pas autoréalisateur? C'est-à-dire que est-ce que la baisse des marchés ne va pas peser sur le moral des chefs d'entreprise et derrière ça va pas entraîner justement ou amplifier un ralentissement économique? Donc eux ils étaient un peu pris entre deux feux en décembre en disant nous on est très optimistes, on n'a pas de signaux très négatifs sur l'économie, mais on a cette chute des marchés ou ce qu'ils appellent un durcissement des conditions financières, parce que on a aussi le coût du crédit qui a augmenté pour les entreprises sur les marchés obligataires. Enfin, il n'y a pas que la chute de Wall Street, il y a tout ce qui va ensemble, et cet impact sur le moral des chefs d'entreprise qui était déjà un peu affecté par la guerre commerciale, les craintes de guerre commerciale. En plus, on a eu l'ISM entre-temps qui était axé avec ses crabes sur le mois de décembre. Donc tout ça, à mon avis, a fait plutôt pencher à balance en se disant, encore une fois, on n'a pas beaucoup de contraintes, on peut marquer une pause sans trop de risques, on va dire, et face à ça, on a quand même des marchés qui ont pas mal dévissé, il faut un peu rassurer. Donc je pense que c'est un peu ça qui implique ce changement de discours. Mais alors, par contre, ça contredit l'idée que la Fed ne regarde pas les marchés, quoi. L'idée que nous avait dit en décembre Powell en disant les marchés c'est bien, voilà. Bon, ils peuvent dire après on regarde les indicateurs économiques, mais ils nous refont une sorte de protection des marchés en disant on est quand même là pour vous sauver in fine. Alors ça c'est aux États-Unis, et en Europe la politique monétaire de la BCE est pas tellement différente, puisqu'ils ont dit que la situation restait fragile et instable et que certains risques peuvent revenir au premier plan. Donc du coup en fait on sent que voilà, on freine un petit peu des deux côtés. Ce qu'on lit dans ces minutes finalement, c'est qu'il y a des gens qui sont plus modérés que Draghi, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait certains membres de la BCE qui étaient même pour un discours beaucoup plus négatif, en notant notamment que l'Allemagne subissait le ralentissement chinois, que la France et l'Italie avaient leurs problèmes internes, pour dire ça de manière diplomatique. Et donc il y avait des vrais signaux assez négatifs sur l'économie. Par contre, ce qui est intéressant et ce que notent ces minutes, c'est qu'ils commencent aussi à s'inquiéter d'un élément qui est important, c'est pour les banques. C'est-à-dire que ce qu'ils constatent, c'est qu'aujourd'hui les banques vont peut-être être pénalisées par l'arrêt des achats obligataires de la BCE, que ça va peut-être se traduire par un écartement des spreads obligataires, c'est-à-dire que ça va coûter plus cher pour les banques de lever de l'argent sur les marchés, et ça pourrait augmenter le coût des ressources des banques. Et donc là, la BCE a l'air d'être un peu proactive en disant est-ce qu'on va pas faire ce qu'on appelle les TLTRO, vous savez, des financements à pas cher à long terme de la part de la BCE. Ça permettrait aux banques d'alléger un peu leurs contraintes réglementaires, ça leur permettrait aussi d'avoir des coûts de ressources beaucoup plus bas, notamment pour les banques italiennes. Et donc là, on voit que la BCE arrête quand même son quantitative easing, mais essaye quand même de modérer l'impact potentiellement négatif sur le coût des ressources des banques. Et donc on voit qu'ils sont quand même ils ont le même discours de la Fed en disant on va regarder les indicateurs, on n'est pas pressé de normaliser notre politique monétaire, mais derrière ils regardent de très près aussi l'état des bilans des banques, et on voit que on n'est pas sorti des taux négatifs, mais à l'inverse on est encore à aider le secteur bancaire si nécessaire, et ils surveillent de très près les conditions de liquidité et les conditions de financement des agents économiques sur les marchés. Oui, c'est ça, et puis surtout en fait on se rend compte que la BCE ou la Fed ont encore quelques outils si jamais la croissance venait à ralentir, là où on nous disait quand même que si jamais il y avait un problème, les banques centrales pourraient plus rien faire. Oui, alors du côté de la Fed, il y en a plus sûrement que du côté de la BCE, mais clairement, ce qu'on constate, moi je dirais, alors à l'inverse, pour être un peu méchant, je dirais que ça montre surtout que c'est très très compliqué de normaliser la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on a des économies, des marchés financiers qui sont encore aujourd'hui très dépendants des banquiers centraux, et que même si on avait la tendance à se dire tout va bien, on va plus avoir besoin de ces béquilles, et ces béquilles elles sont très difficiles à enlever, et surtout c'est très difficile de ne pas avoir une surréaction derrière. Donc on voit qu'on reste dans un environnement de taux bas, durablement bas, et ce qui est un problème en termes d'investissement, c'est qu'on va encore redevenir sur les mêmes problématiques, c'est qu'on n'a pas de choix d'investissement, c'est qu'aller aujourd'hui sur de l'obligataire, vous n'allez rien gagner. Le problème c'est que je pense que les mauvaises nouvelles de devises
2019 ont été joués sur la fin 2018. Donc une grosse partie des mouvements ont été faits sur fin 2018. Et donc finalement, vous n'avez plus rien à gagner sur l'obligataire. Et à un moment donné, il va bien falloir reprendre du risque, revenir sur le marché action, parce qu'avec des taux allemands aussi bas, à un moment donné, il faut bien que vous alliez sur des actifs un peu plus risqués. Et alors pour finir, un mot sur le Brexit. On a vu que le Parlement avait obligé Theresa May à proposer un plan B si jamais le plan A ne marchait pas, et qu'elle avait 3 jours pour le rédiger. Est-ce que ça veut dire que les Anglais anticipent déjà en fait qu'ils vont pas voter cet accord? On est sur un Brexit. Ce qui est peut-être nouveau, et moi ce que je pense ce qui est certain, c'est-à-dire que même à un Brexit, il doit avoir une phase de négociation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, on ne pourra pas dire le 29 mars, ça y est, c'est fini, c'est bon, allez, on est sorti, on a mis les douanes, on a mis les douaniers, et on aura quoi? On aura des files d'attente au niveau des camions, on aura des ruptures d'approvisionnement, donc on va dans le mur. Donc très clairement, l'accord avec l'Europe, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il soit rejeté la semaine prochaine, ça je pense que ça commence à être intégré. Par contre, même si on rejette, il faut faire un plan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on rejette et puis on se lave les mains et puis on laisse faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir négocier des choses, faire que les avions continuent à atterrir en Angleterre, que des bateaux continuent d'arriver, et donc ça demande des négociations. Et ça veut dire que 2 mois c'est très très court, et ça sera trop court à mon avis. Donc il y a plus en plus pour moi un scénario probable qui n'est pas forcément de dire on va vers un Brexit, mais il va falloir le gérer. Et donc ça veut dire qu'on va retarder sûrement cette fameuse date du 29 mars, et on va la repousser parce qu'on y sera. Donc, alors par contre pour les marchés c'est un élément pas forcément négatif. Bon, ça sera négatif le Brexit, mais on va décaler dans le temps, donc déjà ça n'aura pas un impact immédiat sur l'économie, et ça sera peut-être pas une problématique 2019, mais peut-être plus 2020, donc ça reporte. Et puis l'autre élément, c'est qu'on va quand même gérer en partie sur un Brexit, et ça va être un élément qui peut rassurer les marchés. Donc là aussi on a quand même guerre commerciale un peu moins forte, risque Brexit qui est toujours là, qui va être là, mais qui est un peu reporté. C'est quand même des facteurs un petit peu plus positifs en ce début d'année. Donc plutôt des bonnes résolutions, en tout cas un petit peu d'optimisme en cette début d'année. Merci beaucoup Christian Parizeau, je rappelle que vous êtes le chef économiste d'Aurel BCG.